Alors, quel est l'apport analytique de cette théorie développée par Mises? D'abord, cette théorie résout le problème qui a occupé la théorie monétaire assez longtemps, de la propre relation entre quantité de monnaie et taux d'intérêt. Donc il y a la vision des économistes classiques, selon qui la monnaie est parfaitement neutre. Le taux d'intérêt résulte uniquement des préférences des individus. Ces préférences ne sont pas modifiées par des changements dans la quantité de monnaie, parce que les individus sont rationnels, et les variations de la quantité de monnaie dans l'économie n'ont strictement aucun impact sur le taux d'intérêt, et donc sur les décisions intertemporelles. De l'autre côté, il y a la vision keynésienne, pour qui le taux d'intérêt est un phénomène purement monétaire, et les pouvoirs publics peuvent modifier le taux d'intérêt par la gestion de la monnaie, et de cette manière influencer de manière permanente les décisions dans l'économie réelle. Alors la position autrichienne, elle est bien plus nuancée et très fine, elle est au milieu des deux. On peut influencer le taux d'intérêt de manière temporaire, mais il existe des mécanismes de retour à l'équilibre dans l'économie qui font que le taux d'intérêt va remonter et ne peut pas être influencé de manière permanente par la quantité de monnaie dans l'économie. Et au passage, ce jeu va coûter un véritable appauvrissement et non pas un enrichissement, comme pouvaient le croire Keynes et les théories mercantilistes avant Mises. Donc Mises réalise également une intégration entre la théorie du capital que vous a présenté Gabriel et la théorie de la monnaie. Il donne également une explication endogène, on pourrait dire aujourd'hui, de la nécessité de la crise et de la récession, qui s'explique par l'expansion elle-même. Donc il a une dynamique interne du mécanisme décrit par Mises. L'expansion implique nécessairement la crise et la récession, ce qu'on ne voit pas dans les autres théories. Dans les autres théories, on doit postuler un choc exogène quelconque qui fait que tout d'un coup, l'économie, le développement de l'économie se retourne. Donc c'est un point très fort de la théorie de Mises. Et il y a également une explication de la récurrence des cycles. Pourquoi les cycles reviennent-ils? Parce que les banques recommencent une activité d'expansion de crédit. Alors c'est certainement le point le plus faible en réalité dans la théorie. Pourquoi les banques devraient-ils recommencer une expansion de crédit? Et je vais revenir sur ce point qui fait l'objet d'un deuxième raffinement de cette théorie par Guido Hülsmann lui-même. Mais d'abord, quelques mots sur les premiers raffinements que la théorie de Mises a reçus. Il y a Hayek qui a écrit deux ouvrages importants, en 1929 et en 1931, qui développent un peu plus la dynamique des prix au moment des différentes phases économiques, et qui insiste également, il faut lui reconnaître, sur la nécessité de la crise. Mais bizarrement, Hayek, là encore, sur la théorie du cycle, va être considéré par les Autrichiens un petit peu à part, comme il l'est sur la théorie du calcul économique, par exemple, parce qu'il semble suggérer que la phase de l'expansion est une véritable phase d'enrichissement. Donc, juste un petit point. Rothbard, après, en 1962, dans L'homme, l'économie et l'État, va insister sur le fait que le cycle économique est un phénomène qui est purement interventionniste, et il va lui réserver un traitement dans son traité dans la partie qui est réservée à l'analyse des interventions de l'État. Ce que Mises ne va pas faire, parce que Mises ne croit pas en réalité que les moyens d'échange fiduciaire sont incompatibles avec le marché libre. Ensuite, il y a un raffinement qu'il faut aussi rappeler, celui de Jesus Huerta de Soto dans son livre de 98, où il essaye d'intégrer la théorie, où il a beaucoup plus de développement sur la dynamique des prix, avec laquelle on peut être d'accord ou non, mais il va surtout essayer d'intégrer la théorie monétaire de Mises avec la théorie légale. Donc ça, c'est un apport majeur à l'analyse autrichienne des banques.
Il faut aussi mentionner le livre de Garrison de 2001, Time and Money, où Garrison fait une espèce d'intégration avec l'approche néoclassique. Il va rendre la théorie autrichienne un peu plus palpable peut-être pour des gens qui ont une formation plus mathématique. Alors j'en reviens dans les 10 minutes qui me restent, aux 5, un deuxième raffinement dont il faut parler, qui est extrêmement important, enfin, je trouve, qui est celui qui est fait par Guido Husmann en 1998, où il soulève précisément le problème de la récurrence des cycles. Et grosso modo, il identifie un problème majeur avec l'explication donnée par Mises. Donc hier, le professeur Husmann a rappelé que l'école autrichienne s'est développée par des critiques internes. Donc, il faut lui rendre son dû. Lui-même a contribué à ce développement, surtout dans le domaine de cette théorie du cycle économique. Alors quel est le problème majeur que le professeur Husmann évoque? C'est que la théorie de Mises est une théorie conséquentialiste et qu'en réalité une théorie conséquentialiste des erreurs est peu compatible avec l'édifice autrichien. Pourquoi? Donc qu'est-ce que ça veut dire une théorie conséquentialiste? Ça veut dire que les erreurs d'investissement sont présentées comme la conséquence de changements des données de l'action humaine. Donc il y a un changement des données de l'action humaine qui est la création de moyens d'échange par les banques. Et cette création des moyens d'échange par les banques, dans la mesure où elle est donnée, où elle est mise à disposition aux entrepreneurs, les entrepreneurs vont nécessairement commettre des erreurs. Hein. Et donc cette approche, les changements causent l'erreur, en réalité contredit la réalité du choix individuel. Hein. C'est assez simple de s'en rendre compte. Pourquoi devrait-on faire nécessairement des erreurs? Parce que la réalité autour de nous change. Hein. Donc c'est une approche un petit peu trop déterministe. Il suffit de dire que les individus, sans connaître l'avenir, peuvent l'anticiper et peuvent anticiper les conséquences de certains changements dans les données, peuvent s'en prémunir et par conséquent ne vont pas nécessairement commettre des erreurs. Alors appliqué à la théorie monétaire du cycle, il suffit de dire que les effets de l'inflation peuvent être anticipés par les entrepreneurs. S'ils anticipent les effets de l'inflation, ils vont demander une prime de pouvoir d'achat dans le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt ne va pas baisser. Il y aura toujours des effets de redistribution, comme il y en a toujours en présence d'inflation. Mais ces effets de redistribution ne vont pas impliquer un déséquilibre intertemporel. Donc il y aura toujours une redistribution des richesses vers les récepteurs des nouveaux crédits, les fameux effets de Cantillon, mais la structure de la production ne sera pas allongée et il n'y aura pas un déséquilibre intertemporel. Donc le déséquilibre intertemporel, qui est au cœur de la théorie de Mises, est dû à de mauvaises anticipations. Et Mises lui-même est assez contradictoire ici. Dans la phase de l'expansion, Mises souligne très bien que les anticipations d'inflation ne peuvent pas se former tant que les prix des biens de consommation n'ont pas commencé à augmenter. Et comme les prix des biens de consommation, dans sa dynamique des prix, n'augmentent que dans un deuxième temps, une prime de pouvoir d'achat ne peut pas apparaître dans le taux d'intérêt dès le début de l'expansion de crédit. En revanche, dans la deuxième phase, plus le temps passant et plus les prix des biens de consommation augmentant, les individus vont commencer à se douter de quelque chose. Et pire que ça, ils vont même intégrer des hausses de prix plus importantes, et c'est ça qui va générer au final l'hyperinflation. Donc Mises a une théorie des anticipations assez intéressante, un petit peu à l'image des anticipations adaptatives au départ du cycle, et anticipation, on pourrait dire réactionnaire, en avance, hein, dans la deuxième phase du cycle. Et donc Mises, en effet, Guido Husmann a identifié un point clé. Mises lui-même est assez contradictoire sur ce point des anticipations, et c'est ce point-là que le professeur Husmann corrige, en soulignant simplement qu'il est possible que les individus anticipent les conséquences, auquel cas il n'y aurait pas de déséquilibre intertemporel. Mais il est possible également qu'un tel déséquilibre prenne place.
ait lieu. Mais ça, pour les Autrichiens, c'est une grande critique, parce que les Autrichiens veulent construire une théorie a prioriste. Autrement dit, les Autrichiens adorent, et c'est l'objet de leur recherche, arriver à des relations de cause à effet qui sont indépendantes du temps et de l'espace. Or là, la théorie du Mises dépend d'un contexte historique relatif, qui est déterminé par les anticipations des agents. Ils anticipent, il n'y a pas de cycle, ils n'anticipent pas, il y a un cycle. Donc, on ne peut pas rendre compte de la nécessité du cycle, et encore moins, par conséquent, de sa récurrence, puisque si on n'anticipe pas une deuxième expansion de crédit, on ne peut pas expliquer pourquoi les cycles reviennent, et pourtant on les observe. Donc là, il y a un point fondamental qu'il faut résoudre. Donc, très rapidement, je vais esquisser la solution qui nous est proposée. Il faut tout simplement reconnaître qu'on ne peut pas avoir une explication conséquentialiste des erreurs, mais qu'il faut construire une théorie essentialiste où l'erreur est prise comme innée dans des institutions. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi l'erreur apparaît, mais à chercher plutôt quelles sont les implications de l'existence d'institutions erronées dans notre société. Et dans la mesure où des institutions erronées permanentes, indépendantes du temps et de l'espace peuvent être identifiées, on aura alors une théorie qui sera véritablement satisfaisante du point de vue autrichien. Alors, quelle est cette institution erronée de manière permanente, qui est basée donc sur une illusion? Le candidat principal du point de vue autrichien, c'est bien évidemment l'État. Et il faut se souvenir ici d'une phrase de Bastiat, que l'État est cette grande institution qui fait croire à tout le monde, enfin la grande fiction selon laquelle tout le monde vit aux dépens de tout le monde. Alors ce n'est pas juste une phrase éclat lancée par Bastiat, en réalité c'est la conclusion de toute l'analyse faite par les économistes classiques français. Si on prend le manuel de Jean-Baptiste C, par exemple, le cours d'économie politique, il décrit très bien l'harmonie des intérêts dans la société. À un moment donné, il pose la question, où trouvons-nous ici une place pour le gouvernement? Et lui-même répond tout de suite, il n'y en a pas. Et quand on regarde même la structure des manuels ou des traités d'économie, c'était toujours une première partie où on décrivait les phénomènes naturels sur le marché, où donc il n'y a pas de place pour l'État, et une deuxième partie où on décrivait les différents types d'interventions du gouvernement, où on s'en rendait compte vite que ces interventions étaient contre-productives. Et donc l'État, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une structure de redistribution de propriété et de violence, donc on pourrait dire centralisée et continue sur les droits de propriété existants. Et c'est cette structure-là, évidemment, cette structure ne peut exister que dans la mesure où un grand nombre croit que ce n'est pas le cas. Elle ne peut exister que dans la mesure où tout le monde, d'une certaine manière, y trouve son compte. Autrement, s'il était clair que l'État ne fait que redistribuer des ressources, les individus se rendraient vite compte qu'il s'agit d'une illusion.